Bonjour, nous sommes le 5 janvier 2025, dimanche 5 janvier 2025. Nous avons eu euh, des petites fines neiges, de la grêle, un petit peu de grêle qui est tombée. Bon, c'est un petit peu de neige, un tout petit peu de neige qui est tombée et qui a fini par fondre durant le cours de la nuit. Enfin, c'est plutôt pendant la nuit que ça s'est tombé et ça s'est dissipé aussi pendant la nuit. La température n'était pas aussi très froide pour garder, je veux dire, cette petite neige. Et alors maintenant, il pleut du grésil. Encore une fois, il pleut du grésil. Bon, ça tombe et puis ça part tout de suite. Bon, parfois, on a une surface, je veux dire, légèrement blanchâtre. Légèrement blanchâtre. Euh, je ne sais pas combien ça peut mesurer ces surfaces blanchâtres, mais on a vraiment pas de la neige. Hein. Ça ressemble à voilà, une couverture neigeuse qui n'en est pas une. On va dire ça comme ça. Alors, bien sûr, en matinée, tout s'est dissipé. Maintenant, c'est plus des pluies avec un ciel assombri. Et peut-être qu'en journée, on va connaître peut-être des neiges. Parce que, bon, ces temps-ci, on connaît du gel avec des surfaces blanches. Voilà, et même, je dirais même des routes qui sont glissantes. Hein. Et d'ailleurs, quand elles sont glissantes, c'est là où il y a le plus d'accidents, et notamment des accidents mortels. Voilà, donc pour tous ceux qui prennent voilà, le volant, je leur dirais bon, de faire très attention quand ils conduisent, parce que les situations hivernales comme ça, c'est toujours délicat, surtout quand il y a des grandes descentes. Euh, c'est très délicat. Je veux dire, pour ceux qui n'ont pas des pneus neige ou des pneus neige, bah, je veux dire, en plus de ça, il faut faire très attention à la vitesse parce que la vitesse aussi est un facteur à risque. La vitesse est autre chose. La façon de conduire et tralali tralala. Son état mental, son esprit, ce qu'il en est dans la conduite. Voilà. Alors ceci étant dit, il faut toujours rester concentré quand on conduit, c'est ça que je veux dire. S'il y en a un qui a un manque de concentration, c'est normal que bon, il peut faire des bêtises au niveau de la conduite. Bon, ici on a une entreprise qui se crée à partir d'un capital. Alors, on a la création d'une entreprise. Alors, je vous rappelle qu'une entreprise n'est pas toute seule. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui entourent l'entreprise. D'acteurs et de facteurs. Elle est, bien sûr, sous le cadre de la législation. Donc, déjà, elle est liée à la législation. Avec, dire, déjà, d'emblée, en entrée de jeu, il y a la législation. De toute façon, tout le monde est lié à la législation. Hein. Tout le monde, que ce soit les entreprises, les personnes morales ou physiques, elles sont liées à la législation d'office. Une personne, quand elle naît, d'office, il y a le critère de législation voilà, qui lui est lié. Donc, elle se crée. Donc, une entreprise se crée à partir d'un capital de 10 millions. Parce que, bon, comme j'ai toujours dit, pour créer une société, il faut de l'argent. Parce que sans argent, je ne vois pas comment on pourrait créer une société. Pour faire fonctionner une société, il faut voilà, du monnayable pour pouvoir faire tourner une société. Alors, bien sûr, une fois que s'il y a le monnayable est là, et il y a la capacité, l'entreprise est capable de, je veux dire, de créer et de, bien sûr, pouvoir subvenir à ses besoins par la vente, parce que bien sûr, elle va créer et puis vendre ses créations. Si elle en est capable, alors bien sûr, on peut avoir un projet d'ouverture d'une entreprise, mais maintenant, il faut toujours faire une étude de marché pour voir s'il est viable ou pas. On ne se lance pas tout azimut, je veux dire, en se disant, bon, je vais faire ça, et puis après, on se casse la figure. Bon, je veux dire, le tout, c'est d'entreprendre. Généralement, ceux qui sont indépendants, ils ont une expérience derrière eux chez un patron. Une fois qu'ils ont acquis l'expérience chez un patron, bah après, ils se disent, bon, je peux le faire moi-même. Tout ce travail-là, je peux le faire moi-même pour des clients. Donc, à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont devenir indépendants parce qu'ils savent bien ce qu'il faut faire. Ils connaissent leur métier. Voilà. Quelqu'un qui fait les toits, qui a travaillé pendant 10 ans chez un patron, 10 ans après, il peut, s'il a commencé à 20 ans chez le patron à travailler dans les toitures, mais à 30 ans, il aura l'expérience requise pour pouvoir travailler tout seul. Bon, maintenant, je veux dire la vérité, bon, les toits, ça se fait pas tout seul, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il viendra un moment
ou je veux dire le dos, va prendre. Et la maçonnerie, c'est pareil. Tout ce qui est travaux lourds, voilà, de chantier, généralement c'est fait par des machines, hein. Bon, des grues, de transport des grues, etc. Mais maintenant, on a besoin toujours de personnel. Euh, alors, ce qu'on fait le plus dans un chantier, c'est de se déplacer. Voilà, c'est la plus grosse tâche qui est faite dans un chantier, c'est de se déplacer. D'ailleurs, et même dans des usines, parfois il y en a qui se déplacent tellement qui prennent un vélo ou une trottinette pour se déplacer à l'intérieur de l'usine. Parce que l'usine, parfois il y a des usines qui sont très vastes, hein. Il y a des usines qui font bon. Pour aller d'un point A à un point B extrême, ben, il faut peut-être voilà, 500, 600 mètres, voire 700. Voilà, s'il doit chaque fois faire des courses comme ça, ben, voilà. Et la plupart du temps, les ouvriers, bon, ils bougent, hein. Ils vont chercher la marchandise, ils vous la ramènent, ils font des mélanges, je veux dire, ils vont. Le tout, c'est beaucoup de transport pour ramener du bois. Si je parle par exemple pour les toitures, pour ramener du bois, pour faire une ossature en bois d'une toiture, ben, il faut tout ramener au-dessus de la maison. Parce que généralement, les toits sont au-dessus. Donc, la plupart, enfin, les toits, c'est toujours au-dessus. Et donc, il faudra remonter toute la marchandise qui sont les boiseries, les visseries, voilà, les tuiles, les toiles en jute, etc., les isolants. Il faut tout passer du bas vers le haut. Donc là, c'est beaucoup de transport. Et l'ouvrier doit toujours descendre, remonter, descendre. Voilà, et chaque fois, il doit remonter, descendre. Et ça fait voilà, beaucoup de déplacements. Donc, et ça, c'est pour quelqu'un qui travaille les toits. Maintenant, quelqu'un qui travaille la maçonnerie, c'est pareil aussi, il doit beaucoup se déplacer. Ne fût-ce que pour voilà, passer d'un endroit à l'autre du mur, ben, il doit se déplacer. Alors, il y a beaucoup de prises de mesure, beaucoup de prises de mesure. Les prises de mesure, ça nécessite du déplacement. Transport de marchandises, ça nécessite du déplacement. Voilà. Et le placement euh, nécessite du déplacement aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui nécessitent du déplacement. C'est pour ça que je dis que dans un chantier, que ce soit n'importe quel métier du bâtiment, carreleur, couvreur, voire maçon ou autre, tout ça nécessite beaucoup de déplacements. Et déplacement parfois avec de transport de charge en manuel, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au dos. Donc, travailler tout seul, je veux dire par là que travailler tout seul, ben, il y a de forts risques d'avoir des problèmes du dos. C'est pour ça qu'on ne travaille pas tout seul. Bon, s'il faut prendre un sac de ciment, on essaie de le prendre à deux. Alors certains ne veulent pas. Pourquoi? Parce que bon, c'est deux personnes pour un même travail. Mais c'est pas grave. Parce que ça épargne les dos. Ça épargne les deux personnes. Vaut mieux épargner les dos qu'avoir deux personnes malades et qui ne viennent plus. Et surtout si c'est des bons ouvriers, c'est un petit peu embêtant qu'ils ne viennent plus juste à cause d'un problème de dos. Et voilà, ils finiront par ne plus venir parce que le problème de dos, une fois que ça vient, je veux dire, les gens n'ont plus tellement envie d'aller travailler, je vous le dis tout de suite, pour éviter d'avoir un autre problème de dos. Parce que je rappelle que les problèmes de dos, on peut avoir des hernies discales en L1, L2, L3, L4, L5. Bon, certains ont jusque 5 hernies discales. Bon, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont une. Il y en a qui ont des problèmes de dos avec, voilà, au niveau des os, voilà, qui sont voilà, au niveau des disques intervertébraux, il y en a qui ont d'autres problèmes de. Les dos, il peut y avoir beaucoup de problèmes de dos. Bon, je ne suis pas médecin pour parler des problèmes de dos, mais les problèmes de dos, il peut en avoir beaucoup. Euh, euh, Notamment au niveau des os. Des os, des disques, des nerfs intervertébraux, et ainsi de suite. Bon, on peut avoir beaucoup de problèmes liés à ça. Mais généralement, le transport, la mauvaise position dans le transport crée des problèmes de dos. Et donc, voilà, quelqu'un qui se lance dans une entreprise, ben, il faut éviter de travailler tout seul. Donc un indépendant, ben, il va s'entourer de personnes. Il va essayer de s'entourer de personnes pour faire le gros du travail et s'entourer de machines. Parce que creuser au sol, c'est très néfaste pour le dos. Prendre des charges, c'est néfaste pour le dos. Donc maintenant, on est en 2024, il y a toutes sortes de machines pour pouvoir prendre, pour pouvoir faire des trous dans le sol. On ne fait plus à la pelle. Hein. Voilà, parce qu'à la pelle, bon, à la pelle et pioche, ça fait mal au dos. Voilà, donc on fait appel à des machines spécifiques. Parfois, c'est vrai que les machines ne savent pas rentrer dans certains endroits. Mais là, on fait appel à pioche. Je crois qu'on a toujours des marteaux-pics, etc. Et ça aussi, c'est mauvais pour le corps humain. Toutes les vibrations que le marteau-pic fait. Toujours, de toute façon, il y a toujours voilà, il y aura toujours
quelque chose de mauvais, poussière, bruit, voilà, d'eau. On est toujours pris au dépourvu quand on travaille, mais bon, le travail doit être fait, c'est comme ça. Travailler, c'est ça. On a une rémunération en fonction de son travail. Et puis, bien sûr, un jour ou l'autre viendra des problèmes de santé, mais on espère le plus tard possible, c'est-à-dire problème d'articulation, de dos, voilà, problème de toutes sortes, toutes sortes. Le corps va s'user avec le travail. Alors, ceci étant dit, bon, l'entreprise est mise en place. Euh, voilà, il y a une législation avec, bien sûr, l'entreprise forme un noyau, sur lequel viendra se greffer des fournisseurs, des clients, voilà, des cabinets d'avocats, de notaires et tout ce que vous voulez, puis des consultants, des cabinets de ce que vous voulez, de conseillers, des fournisseurs, comme je l'ai dit, un ensemble de fournisseurs, un ensemble de clients, un ensemble, voilà, l'entreprise est liée dans son environnement à beaucoup de choses, notamment à la législation. J'ai mis la législation ici. Et donc, dès le moment où l'entreprise est créée, ben, elle peut commencer à faire ses activités et faire tourner ses activités. Et donc là, elle va se mettre en place un système comptable. Donc, l'entreprise, la première des choses qu'elle va faire, c'est voilà, créer un système comptable. Organisé bien sûr sur un cadre juridique qui est, bien sûr, en Belgique, le PCMN. Hein. Voilà, en fonction du PCMN. Donc ça, c'est l'entreprise. Et là, on a un système comptable sur lequel va se baser l'entreprise pour pouvoir, voilà, avoir des écrits. Parce que les écrits restent et les paroles partent. Donc les écrits sont ici. Ce sont des écrits. Bon, et ce sont des écrits, je veux dire, qui sont intéressants pour tout le monde. Hein. Aussi bien pour l'entreprise, parce que c'est le premier qui est, voilà, le premier qui met en avant ces chiffres. Et donc ces chiffres doivent pouvoir consulter, modifier, etc. Dans le système comptable. Et puis après, il y a le système d'imposition. Il y a toute personne qui veut savoir l'état de l'entreprise, si elle est viable ou pas. Voilà, ça peut intéresser beaucoup de monde, le système comptable. Et donc, quand il y a des écrits, on peut discuter. Des inspecteurs peuvent discuter sur des écrits et pas sur du verbiage. Le verbiage, bon, s'il n'est pas présent, il n'y a rien d'écrit, je veux dire, ça rime à rien. Que ce soit dans un cabinet de consultance ou de conseiller ou d'avocat ou de notaire, tout se fait par écrit avec des paraphes. Tout ce que vous dites est paraphé, c'est-à-dire que dès le moment où vous avez paraphé, c'est fini, on ne sait plus revenir en arrière. Ce que vous avez dit, bon, c'est ce qui est écrit, ce que vous avez dit est écrit, et ce qui est écrit paraphé, bon, vous ne savez plus revenir en arrière. Et ça fonctionne comme ça aussi en justice. Tout ce qui est paraphé, bon, on demande de mettre une signature, c'est pas pour rien. Donc ça veut dire que vous êtes responsable, voilà, de vos écrits. Alors, donc on est un système comptable. Bon, ici, le système comptable, je vais partir bien sûr à partir du bilan. Alors il y a différents documents comptables, vous les connaissez. Voilà. Mais ici, je vais parler du bilan. Alors, je vais même parler du bilan successif, parce qu'ici, c'est une succession d'opérations que je vais écrire. Voilà. Une entreprise se crée à partir d'un capital de 10 millions. Alors, grand thème, c'est millions. On dispose de liquidités pour 10 millions dans une caisse. Ces 10 millions sont affectés à l'entreprise. L'entreprise achète un immeuble pour 3 millions. L'entreprise achète des machines pour 1,5 million. L'entreprise achète des marchandises pour 1 million et grossissement des stocks de marchandises, bien sûr au travers d'un fournisseur. Ici c'est au travers, bon, on va dire que grossissement des stocks de marchandises, on va dire par l'intermédiaire d'un fournisseur. On va dire plutôt grâce à un crédit fournisseur. Crédit fournisseur qui est un crédit court terme. Voilà, alors on va mettre ça en épreuve. Alors pour ça, je vais faire les bilans successifs, c'est-à-dire c'est comme si on avait voilà, un bilan global du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Alors ce moment donné, ici
il y aura combien d'étapes? La première étape, elle va donner la première photo. Le deuxième, c'est la deuxième photo. Alors, tout est temporalisé. Le deuxième arrive après le premier. Si j'y mets 1, 2, 3, 4, c'est une indexation. Ça veut dire que le 5 est après le 4 après le 3. C'est comme si j'avais des dates. Le 1, c'est le 1er janvier, par exemple. Le 2, c'est le 2 janvier. Le 3, c'est le 3 janvier. Le 4, c'est le 4 janvier. Donc, c'est temporalisé. Donc, la photo va... c'est comme si vous faites une photo maintenant, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Bon, vous avez l'état de la photo. Voilà, au moment où... C'est un instantané. L'instantané, c'est vous avez la photo au moment où vous prenez la photo. La photographie. Là où vous enclenchez le bouton, vous aurez la photo qui va sortir. Bon, si c'est un Polaroid, avant les Polaroid ils sortaient directement. Voilà, c'était le système Polaroid et il fallait attendre un petit peu, voilà, et mettre un petit peu à la lumière pour faire voilà, la réaction chimique et avoir la photo. Ben, on sortait un instantané grâce au Polaroid. Bon, ça a fait beaucoup, je veux dire, ça a été beaucoup vendu, ce système d'appareil photo. Parce que on avait la photo directement, il fallait pas aller passer par voilà, un photographe. Donc, maintenant, je vais mettre alors, je vais mettre les instantanés photos. Alors, pour ça, je vais dessiner, voilà, le bilan. Attention que c'est des bilans instantanés, hein. C'est pas des comptes, hein. Je le dis tout de suite, il ne faut pas tout confondre non plus. Alors, je vais mettre ceci. Alors, 1, 2, 3. On va faire ceci. C'est encore mieux. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est impair. J'aurais dû pas faire ça. Bon, je recommence en arrière. Bon, je vais en prendre un nombre pair. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Normalement, si j'en ai 6. Voilà. Alors, bien sûr, ce sont des bilans instantanés à des époques bien précises. Donc, ça, c'est le bilan, je vais l'appeler le bilan 1. C'est la première photo. À l'instant 1. Bien sûr, il y a toujours actif à l'actif et au passif. Si vous voulez, je vais même montrer comment ça s'organise un bilan. Voilà, structure PCMN au niveau du bilan. À gauche, c'est les actifs et à droite, c'est les passifs. C'est le passif. Vous avez les actifs immobilisés, voilà, les actifs circulants, capitaux propres et les dettes. Dettes à plus long terme. Alors, plus on descend à gauche, plus c'est des liquidités. Plus on descend à droite, plus, je veux dire, c'est des dettes à court terme. C'est du court terme. Voilà. Et donc, ici, je vais tirer un trait. Bordure droite. Voilà. Et je vais faire le premier, bilan 1. Alors, j'ai pas besoin de mettre le numéro d'opération. Pourquoi? Parce que j'ai mis bilan 1. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et alors, celui-ci, je vais même le reculer à gauche. Voilà. Alors, comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bilans, 5 bilans successifs, la deuxième photo, elle sera ici. Un petit instant, parce qu'ici, du n'importe quoi qui se fait. Bon. Le deuxième bilan, je vais le mettre ici. Le troisième, je vais le mettre là. Le quatrième, je vais le mettre ici. Le cinquième, je vais bien le mettre en dessous. Ou alors je vais le mettre juste à côté ici. Voilà. Donc j'aurai bilan 1, bilan 2, bilan 3, bilan 4,
et bilan. Ouais, l'autre là-bas, il s'est mis. Bilan 5. Alors, on va faire le premier bilan. Donc, on dispose de liquidités pour 10 millions dans une caisse. Une entreprise se crée à partir d'un capital de 10 millions. Voilà, une entreprise se crée à partir d'un capital de 10 millions. On dispose de 10 millions en liquidité, dans une caisse. Dans une caisse. Voilà. Ces 10 millions sont affectés à l'entreprise. Bon, c'est la première chose. On va affecter ces 10 millions à l'entreprise. Et ça provient d'une caisse. Donc, alors je rappelle que caisse, si on regarde ici, caisse il est dans le fond. Hein. C'est du liquide. Donc voilà, c'est des valeurs disponibles. Donc je vais mettre dans le fond. Caisse. Et là, je vais mettre le montant de 10 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et alors, bon, comme on a toujours l'actif est égal au passif, toujours, ben, bien sûr, vous aurez compris qu'à droite, je dois mettre quelque chose à droite. Et ce quelque chose, ben, c'est les capitaux propres. C'est le capital propre. Ou on peut dire aussi capital, voilà, capital souscrit. Bon, donc ici, je vais mettre les capitaux propres que je vais appeler capital. Normalement, c'est le capital souscrit. Qui est égal, bien sûr, à ce montant-là de 10 millions. Parce que l'actif est toujours égal au passif. Et je dois toujours avoir, voilà, l'égalité. Si je tire une ligne, voilà, et ici tirer une ligne, voilà, et bien sûr mettre le montant ici qui est égal à celui-là. Ça c'est au niveau de l'actif et au niveau de passif. On a l'égalité pure et simple. On a toujours l'égalité entre actifs parce que c'est le bilan c'est comme ça. Les comptes de bilan, dans un bilan, on a toujours l'égalité entre l'actif et le passif. Contrairement, je veux dire, au compte de résultats, au compte de gestion, qui sont les charges et produits. Là, on peut avoir voilà, plus de charges que de produits ou plus de produits que de charges. C'est ce qui fait les bénéfices et les pertes. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est qu'à gauche? Ben, à gauche, vous savez très bien que c'est les moyens d'action. Et que ce sont des moyens d'action concrets, en monnaie sonnante et trébuchante. Dans ce cas-ci, les caisses, c'est de la monnaie pure. C'est de la monnaie pure, les caisses. Donc, c'est des moyens d'action concrets, en monnaie sonnante et trébuchante. Donc, et quand vous avez de la monnaie concrète, c'est-à-dire du liquide dans vos poches, ben, vous pouvez faire des projets concrets. On ne parle plus avec sa bouche. Parce qu'on peut parler avec sa bouche en disant je vais faire ci, je vais faire là, on fera ci, on fera là, on peut faire ci, on peut faire là, mais ça reste du virtuel. Le fait de parler avec sa bouche, ça reste du virtuel. Pour que ça se réalise concrètement, il faut avoir les moyens de sa politique, c'est-à-dire sa parole. Si on se dit on va faire ça, 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 si on a l'argent pour le faire, on le fait. Si on n'a pas l'argent, ben, si on se dit qu'on a un capital de départ et on peut faire des dettes vis-à-vis d'une banque et que la banque accepte et qu'on se soumet, je veux dire, voilà, un plan de financement et qu'on est capable de payer ce plan de financement. Enfin, attention que parfois on peut savoir payer pendant un certain temps et puis on n'est plus capable de payer pour certaines raisons. Je veux dire, faut voir comment évolue aussi, je veux dire, les revenus de la personne, comment évolue la situation économique de la personne. Bon, je veux dire, le futur, personne ne le connaît. Hein. On peut faire un projet d'acheter une habitation, par exemple. On achète une habitation. Ben, je veux dire, on a tout en notre possession, mais du jour au lendemain, ben, je veux dire, il peut se passer des choses dans la vie qui font que vous êtes plus capable de payer votre financement pour de multiples raisons. Hein. Il y a
des multiples raisons qui peuvent faire dire pourquoi, je veux dire, il y a de multiples raisons qui peuvent s'associer à, voilà, la perte de responsabilité quant à un plan de financement qui était, voilà, qui a été projeté. Vous n'êtes plus capable de payer vos dettes pour une raison ou une autre. Il y a des multiples raisons pour lesquelles, voilà, un divorce, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut se passer. Un divorce, je veux dire, on a perdu son travail, je veux dire, on a des dettes, multiples dettes. Voilà, on nous réclame de l'argent à droite à gauche, je veux dire, après on ne sait plus payer. Et puis c'est bon, voilà, ça arrive, hein, ça arrive, voilà, ça peut arriver, mais on espère que ça n'arrive pas. Mais le principal, ce qui compte dans la vie, bien sûr, c'est la santé. La santé. Bien sûr, on se dit toujours, l'argent c'est intéressant, mais parfois, je peux avoir des difficultés financières. On n'est pas toujours, tout le monde ne vit pas, voilà, sur l'or. Il y a des gens qui ont des difficultés financières, et il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés financières. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, ce que je disais, c'est que plus on a de l'argent, plus on peut, on a les moyens de sa politique. Plus on a de l'argent, on a. Alors, c'est comme un pays, bon, si ils disent qu'ils vont faire tel projet, tel projet, tel projet, mais qu'ils n'ont pas les moyens de la politique, ça ne sert à rien de parler. Parce que même les instances financières extérieures ne vont pas forcément donner des dettes quant au projet à réaliser, je veux dire, pour un pays. Je veux dire, ils vont vous dire déjà payez vos dettes et puis après on vous redonnera d'autres dettes. Mais en attendant, il faut payer vos dettes. Voilà, les instances financières sont comme ça. Il faut d'abord payer ce que l'on doit avant de refaire de nouvelles dettes. Alors, beaucoup de pays se relancent dans des systèmes de dette et sont toujours dans l'endettement. Mais là, là, ça pose aussi la question de ce qu'est l'argent quand des instances financières permettent, je veux dire, un endettement, je veux dire, qui est infini. Il faut se poser la question, bon, de quel type d'argent on parle. Parce que, bon, c'est bien de faire des crédits, mais si la banque sort toujours de l'argent, d'où elle sort cet argent-là, bon, c'est un petit peu bizarre hein, aussi. On va dire que, enfin, on va pas discuter là-dessus parce que, bon, c'est un autre sujet. Alors, ici, je disais, donc quelqu'un qui a de l'argent, il peut prétendre à sa politique, puisqu'il a l'argent en caisse, donc il peut ouvrir ils ont la caisse ici, c'est de liquide, les moyens d'action, ils sont liquides, donc on peut ouvrir la société, et voilà, et c'est un capital souscrit. Alors, le passif, c'est une indication quant à l'origine des fonds. Voilà, c'est le capital de l'investisseur ou des investisseurs. Le capital ici, c'est le capital de l'investisseur ou des investisseurs. Les investisseurs qui peuvent être des actionnaires. Voilà, l'investisseur qui peut être un gérant, qui peut être je veux dire un indépendant, qui peut être, voilà, il y a beaucoup de personnes peuvent prétendre être, voilà, investisseurs. Les actionnaires sont des investisseurs, on va dire ça comme ça. Voilà, donc l'entreprise appartient à des actionnaires. Alors même si vous avez 1% de l'entreprise, 1% des parts, 1% de la société est à vous. On peut dire ça comme ça. C'est voilà, la richesse de l'entreprise, elle le doit à ses investisseurs aussi. Voilà, ces investisseurs. Les investisseurs, même s'ils ont 1%, c'est 1%, c'est quand même 1%. Voilà, alors donc ceci étant dit, maintenant 1%, il n'aura pas le grand mot à dire. Hein. C'est bon, parce que c'est les actionnaires majoritaires qui ont leur mot à dire dans les entreprises. En cas de. Voilà, voilà c'est pas un petit investisseur qui va mettre son mot alors qu'il a qu'1% à dire. Ouais, il y a une politique de. Voilà. Alors, il peut dire ce qu'il veut, mais bon, c'est pas du 1% que va jaillir, je veux dire. Il peut jaillir de 1% des idées, voilà, de la part de 1% des. Peut sortir des idées, mais pas forcément des. On va dire, comment est-ce qu'on appelle ça de grandes responsabilités, voire des actes. Le 1% ne pourra pas agir sur la société parce qu'il ne possède qu'1%. Il pourra peut-être parler, dire des choses, parce que c'est démocratique. Il pourra dire des choses, il pourra dire ce qui ne va pas, voilà, avoir une certaine vue de l'entreprise. Peut-être il peut ramener des idées. Là, peut-être l'ensemble des actionnaires prendront ces idées en revue. Pourquoi pas, et puis si c'est intéressant, ils peuvent le 1%,
peut, je veux dire, influencer, je veux dire, la vue d'esprit des actionnaires. Alors, ça c'est une chose, c'est le bilan 1. Maintenant, je vais faire la deuxième photographie. Donc là, on a l'entreprise qui a des millions. L'entreprise achète un immeuble pour 3 millions. Bilan 2. Là, l'entreprise s'enrichit d'un patrimoine. Alors, je rappelle ceci, un immeuble, c'est des immobilisations corporelles, hein, on va dire ça comme ça. Donc, c'est des actifs immobilisés, c'est plutôt au-dessus. Voilà, je mettrai ici. Voilà. Alors, immeuble pour 3 millions. Bon, bien sûr, les activités, on les fait au sein d'un endroit isolé, chauffé, etc. Parfois même, il y en a qui ont des piscines à l'intérieur de leurs immeubles. Voilà. Les immeubles, bon, on essaie qu'ils soient agréables à vivre à l'intérieur. Maintenant, il y a des entreprises, je veux dire, c'est le foutoir, mais tant qu'ils s'y retrouvent, c'est le principal. Alors, j'ai dit 3 millions. 3 millions, voilà, ça c'est 3 millions. Donc, bien sûr, c'était acheté par la caisse. Hein, tout se fait par la caisse ici. Donc, il n'en reste plus que 7 millions. Voilà, ce qui veut dire qu'on a toujours nos 10 millions ici. Est égal à celui-là plus celui-là. Millions. Donc, le capital souscrit est toujours de 10 millions. On n'a pas touché à ça. Voilà, on a toujours 10 millions. Donc, on a toujours 10 millions de... Simplement, on a acheté un immeuble par la caisse. Voilà, par la caisse. Voilà. Et donc, là, une partie de la monnaie s'est transformée en bâtiment. Ce qu'il y avait en caisse, 3 millions sont partis. Et s'est transformé en immeuble. Alors, l'immeuble, maintenant, c'est de l'immobilisation corporelle. On peut toucher un immeuble, voilà. C'est palpable. L'immeuble, c'est quelque chose de palpable. Mais, ce qui veut dire que, bon, le jour où il faudra vendre l'immeuble, on peut le revendre 3 millions, on peut le revendre plus. Alors là, si on revend plus, on fait bénéfice, ce qu'on appelle une plus-value. Maintenant, s'il est revendu moins, on fera une moins-value. Voilà. Bon, et donc l'immeuble peut valoir de la plus-value pour certaines raisons. Si on arrive à vendre plus cher, si on acte la maison plus cher et que ça se vend plus cher, on a fait une plus-value. Maintenant, l'immeuble peut être surévalué parce que peut-être que il y a eu des nouvelles constructions aux abords de l'immeuble. Là, il y a peut-être une nouvelle route, il y a peut-être des nouveaux commerces, il y a peut-être voilà, une vie tout articulée autour. Il y a un nouveau voilà, un centre commercial et voilà, l'immeuble peut prendre de la valeur pour des raisons bien définies en fonction du temps. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y avait rien autour, et puis 10 ans après, il y a une nouvelle construction qui fait que l'immeuble prend de la valeur. Voilà, il y a une vie qui s'articule autour de l'immeuble, donc l'immeuble prend de la valeur. Et ça avec le temps. Donc un immeuble peut prendre de la valeur comme elle peut perdre de la valeur. Voilà. Maintenant, il faut toujours essayer de vendre un immeuble le plus haut possible. Si ça se vend, tant mieux. Si ça ne se vend pas, il faudra rabaisser les prix. Mais le problème, c'est que le fait de l'avoir mis haut et que les personnes sont parties, il y a des gens qui ne reviendront plus voir cet immeuble-là. Ça, c'est embêtant. Donc, il ne faut pas se tromper aussi quand on fait une vente d'immeuble. Voilà, et donc là, vous voyez qu'une partie du liquide s'est transformée en patrimoine, je veux dire, immobilisé, dont ici c'est un immeuble. C'est un immeuble. Donc, le patrimoine d'une entreprise, ça peut être des terrains aussi, hein, des immeubles, des terrains, etc. Voilà. Vous commencez une activité, vous aimez, les ouvriers, les employés, ils aiment bien d'être dans un environnement, je veux dire, agréable, boisé, avec une petite prairie pour aller, je veux dire, s'aérer en été. Voilà, et ainsi de suite. Donc on essaie de clôturer avec le terrain dont fait partie l'immeuble, avec un cadre agréable pour les ouvriers, les employés et les clients. Quand les clients arrivent, ils trouvent du parking, une place de parking.
au sein de l'entreprise. Ils trouvent, voilà, un accueil chaleureux. Ils trouvent, voilà, des voies et moyens pour arriver d'un point A à un point B de manière facile, de manière sécurisée. Voilà, sécurité incendie, sécurité, tout ce que vous voulez, toutes les sécurités possibles et imaginables. Qu'on se sent bien, je veux dire, quand on traverse les allées, c'est agréable à voir. Et donc tout ça, ça fait partie du cadre de vie de l'entreprise. Un bon cadre fait que les gens sont contents. Un mauvais cadre, quand c'est affreux, bah, il y a des gens, ils n'aiment pas que ce qui est affreux, donc ça ne donne pas envie de rentrer dans l'immeuble. On va dire ça comme ça. Donc ici, comme je dis, une partie de la monnaie se transforme en bâtiment. Alors, qu'est devenue la source des capitaux, c'est-à-dire le passif? Ben lui, il n'a pas subi de changement. Il n'y a aucune variation au niveau des 10 millions. Comme je dis, là, on est à 10 millions pour le capital souscrit. Mais de nouveau, il se retrouve à 10 millions à 10 millions. Là, il n'a pas changé. Voilà. Alors, le bilan numéro 3. Troisième photo, l'entreprise achète des machines. Ah, bon, alors une entreprise, pour fonctionner, parfois elle a besoin de machines, pas toujours, mais voilà, ça dépend c'est quel type d'entreprise. Il y a des entreprises chimiques, des entreprises mécaniques, des entreprises de type industriel, sidérurgique, métallurgique, voilà, qui travaillent voilà, les carrières, les carrières, par exemple, il faut des machines pour travailler les carrières. Voilà, les carrières. Alors les carrières d'agrégats, il y a toutes sortes de carrières. Hein, voilà, on peut tirer tout ce qu'on veut comme donc c'est voilà des roches où on peut tirer un produit chimique intéressant, voire des cailloux, voire des briques, voire du ciment, voire on peut en tirer quelque chose hein, de tout ça. Alors les cailloux, par exemple, quand on casse les petits cailloux, on peut en faire des chemins de fer. Avec les cailloux, on peut faire des... Quand voilà, on met le béton et les ferrailles, on appose les ferrailles sur le béton, bien sûr, aligné, avec un bon alignement, bien sûr, et de manière solide. Voilà. Après, on met des cailloux, tout le long des cailloux. Après, ça finit par rouiller, et les cailloux finissent par prendre la couleur de la rouille. Mais enfin, bref, ça c'est notre histoire. Mais je veux dire par là que les cailloux, c'est intéressant pour... Les cailloux, c'est aussi intéressant pour faire du béton. Pour faire du béton. Ouais, donc, vous voyez que il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer du sol. Par exemple, les marbres, il y a beaucoup de... Voilà, je ne veux pas citer tous les matériaux qui existent sur Terre, il y en a des milliers et des milliers, voilà, et qui font que ça fait les bons jours, voilà, des habitations, les bons jours des immeubles, les bons jours voilà, du cadre de vie que vous rencontrez tous les jours. Ben, c'est grâce au marbre, c'est grâce au ciment, c'est grâce au fer, c'est grâce à beaucoup de choses. C'est grâce à beaucoup de choses. Aux cailloux, tout ce que vous voulez. Voilà, la plupart des habitations sont faites en briques, en blocs, avec voilà, en craie, voilà, ou encore avec je sais pas comment on appelle ça, des petits, enfin, je reviens plus sur le nom, mais enfin bref, on peut construire des maisons avec beaucoup de types de briques, beaucoup de types de briques et voilà, de roches, on va dire de roches, de cailloux, de roches, etc. Voilà. Alors on peut faire aussi des maisons avec à l'intérieur du parpaing, etc., etc. Il y a beaucoup de matériaux de construction, c'est pas ça qui manque dans les matériaux de construction. Un jour je verrai les matériaux de construction. Il y a beaucoup de panoplies voilà, voilà, de possibilités au niveau des constructions. Et c'est ce qui agrémente le charme des villes, des villages, etc. Voilà, je parlais de la pierre. On peut trouver de la pierre, des maisons en pierre, etc., etc. Pierre taillée, etc. Voilà, ceci étant dit, alors quand vous voyez certaines églises en pierre taillée, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Voilà, des chapelles, des églises en pierre taillée, voilà, de style gothique par exemple, style gothique, etc. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'étais en train de faire la photographie numéro 3. Achète des machines. Voilà. Donc on va faire maintenant, certaines sociétés sont des sociétés industrielles, mais d'autres ne le sont pas, c'est des sociétés de services. Bon, il n'y a pas toujours de machines à acheter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut appeler machine pour une société de service? Elle a besoin de photocopieuses, elle a besoin de ci, elle a besoin... Voilà, elle a aussi besoin de certaines choses, hein. Société de service, des imprimantes, des photocopieuses, voilà, etc. Mais les machines de production, de fabrication
et de transformation ont besoin de grosses machines qui sont, je veux dire, conséquentes. Donc là, à ce moment-là, ici, vous voyez que vous avez, l'entreprise achète des machines pour 1,5 million. Donc ça, c'est le bilan numéro 3. C'est la troisième photographie. Alors, elle va l'acheter par caisse. Hein. Elle va l'acheter par caisse. Alors, je dis 1,5 million. Voilà. Donc, elle va l'acheter par caisse. Donc, c'est toujours 10 millions moins, entre parenthèses, celui-là plus celui-là. Je vais recommencer. Égal. Ouais. Je vais faire, ouais, à mon avis, je vais faire ceci. Donc, ici, j'ai un capital souscrit de 10 millions. C'est 1 million, j'oublie un zéro. Au niveau de l'investisseur, rien n'a changé. Ceci, c'est égal à 10 millions. Il n'y a rien qu'à changer. Au niveau de la caisse, là, on va payer par caisse les 1 500 000. Donc, je vais faire 10 millions moins celui-ci plus celui-là. Ferme parenthèse. Attention qui manque. Celui-ci plus celui-là. Ferme parenthèse. Ah, 5 500 000. 5 500 000. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une partie de la monnaie s'est transformée en machine. Donc, une partie de la monnaie, au départ, dans le bilan 2, s'est transformée en immeuble. Et là, maintenant, une partie, on n'a plus que 5 500 000 dans les caisses. Hein. Mais le capital souscrit est toujours 10 millions. Parce que, bon, au niveau de la source des capitaux, il n'y a pas de changement. Que ce soit pour le bilan 1, 2, 3, il n'y a pas de changement. Simplement pour le 1, c'est comme c'est, on va dire, un point de départ, c'est une situation initiale. C'est une indication quant à l'origine des fonds. C'est le capital de l'investissement. Mais après, bon, la source des capitaux ne changera pas. Il ne va pas évoluer. Il restera constant. Il sera toujours de 10 millions. Par contre, ce qui va changer, c'est l'argent. L'argent va être transformé en immeuble, en machine. Mais maintenant, vous avez moins dans vos caisses, mais vous avez un patrimoine. Le jour où il y a une liquidation, ben, ce patrimoine peut être vendu. C'est comme de l'argent. Hein. Je vous ai dit, même ici, l'immeuble, vous pouvez vendre avec une plus-value. Ben, maintenant, les machines, généralement, elles perdent de la valeur. Elles sont amorties. Avec le temps, elles perdent de la valeur. Voilà. Mais maintenant, il se peut que vous aussi vous revendez une machine plus chère. Il y a des raisons pour lesquelles on peut vendre une machine plus chère. Hein. Voilà. Voilà. Il y a certaines raisons. Il n'y a pas toujours la raison théorique qui fait que vous avez un amortissement, que ça perd de la valeur. Mais il peut y avoir des raisons pour lesquelles les machines, on peut tout voir. Hein. Voilà. Si la machine n'existe plus, que elle n'est plus produite et que votre machine fonctionne très très bien et qu'elle permet de produire beaucoup, ben, je veux dire, certains pourront vous l'acheter à un très gros prix, hein, même si elle a fait 10 ans de fonctionnement. Parce que peut-être qu'elle s'entretient, il y a moyen de l'entretenir, il y a moyen de la réparer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a des raisons pour lesquelles, je veux dire, on peut vendre une machine plus chère. Quoique, c'est vrai qu'en 10, l'amortissement, c'est vrai qu'il y a une perte de valeur. Mais on peut toujours, si vous avez une voiture, voilà, vous avez une voiture, la voiture là, vous avez par exemple une Ford Capri. Ford Capri de 1950. Bon, ça n'existe plus. Elle n'est plus produite en usine. Donc vous êtes le seul à l'avoir. Vous allez le vendre parce que c'est, on va dire, ça fait partie d'une voiture, ce qu'on appelle voiture ancêtre. Donc cette Ford Capri, vous pouvez aller dans un bureau spécialisé pour la revente, voilà, pour vendre des ancêtres.
peut-être qu'ils vont vous le vendre à un très gros prix. Parce que il y aura peut-être un acheteur, un amateur. Le tout, c'est de trouver un amateur. Le tout, c'est de trouver un amateur. Et si vous avez un amateur dans le monde entier, il y a toujours des gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour des avancées. Ben, là, vous pouvez vendre votre voiture très cher. Donc voilà. Donc ça, c'est le bilan 3. L'argent s'est transformé en machine, comme l'argent s'était transformé en immeuble pour le bilan 2. Là, ici, l'argent pour le bilan 3, il s'est transformé en machine. Donc les liquidités, le liquide s'est transformé en machine et la source des capitaux n'a pas subi de changement, c'est-à-dire que le passif n'a pas bougé. Voilà, alors le bilan numéro 4, l'entreprise s'achète des marchandises. Bon, c'est un petit peu la même chose, c'est simplement l'argent va se transformer en voilà, marchandises. C'est la 4e photo. On achète des marchandises parce que pour faire tourner une entreprise, il faut aussi de la marchandise. Hein. Voilà, bon, par exemple, une usine textile a besoin de textile. Une usine textile a besoin de textile. Une usine voilà, de transformation du marbre a besoin de marbre qui provient de la carrière, d'une carrière. Donc beaucoup de choses vont venir des carrières pour aller dans des usines de transformation. On va dire ça comme ça. Alors, bien sûr, il y a le monde industriel, le monde agricole, le monde des services, etc. Il y a beaucoup de monde. Hein. Et dans l'industriel, il y a les industries chimiques, mécaniques, électroniques, électriques, etc. Il y a les fournisseurs d'énergie aussi, etc. Il y a tout ce qui est fournisseur. Les carrières sont des fournisseurs. Il y a les sociétés, voilà, fournisseurs de services, d'électricité, de gaz, de vapeur, de charbon, de tout ce que vous voulez. Voilà, marchandises. Alors il y a aussi les services de télécommunication. Dans un monde fortement ancré par les télécommunications, Internet, les iPhones, voilà, GSM, réseau GSM, réseau par satellite, réseau, voilà, la 3G, la 4G, la 5G, voilà, ce que vous voulez. Voilà, ceci étant dit, marchandises, j'ai dit, l'argent va se transformer en marchandises pour 1 million. Un marchandise, 1 million. Et donc, le capital ici, ben, il faudra rajouter, bien sûr, plus celui-là. Donc, il y a moins d'argent. Hein. Le liquide s'est transformé. Vous voyez que le liquide, les caisses, s'est transformé. Les valeurs, on va dire, disponibles. Voilà. Les valeurs disponibles se transforment en terrain, machine, marchandises. Alors j'aurais pu mettre construction, outillage, beaucoup de choses. On peut tout transmettre. Par contre, ici, il faut surveiller. Les caisses commencent à se réduire. Alors, côté passif, bien sûr, ça c'est le bilan numéro 4. Bilan numéro 4. Vous voyez que le capital souscrit reste toujours le même. Voilà, parce que pourquoi la source des capitaux n'a pas subi de changement et n'évoluera pas. L'investisseur s'en tient à son financement de 10 millions. Il n'y a pas d'autres investisseurs. Maintenant, s'il y a des nouveaux investisseurs, le capital souscrit va augmenter, ça c'est évident. Mais il n'y a pas de nouveaux investisseurs. On est toujours à 10 millions. Simplement, il faut surveiller le mouvement caisse, parce que ce mouvement, il est très important. C'est vos avoirs aussi. Hein. Ouais, on va dire que l'immeuble machine, c'est des patrimoines, mais la caisse, ça vous transforme en autre chose. C'est comme un bâton de magie. Hein. L'argent, c'est comme un bâton magique. Avec de l'argent, vous pouvez transformer en ce que vous voulez. C'est pour ça que beaucoup de gens, bon, je veux dire, recherchent ce point de vue d'argent par toutes les manières possibles. Donc, parce que ça reste un bâton magique.
ça permet, bon, à n'importe quelle dame, voilà, de subvenir à ses besoins et voire plus de profiter, je veux dire, d'un, comment on appelle ça, d'un cadre de vie meilleur s'il a beaucoup plus d'argent que s'il n'en avait pas. Donc il va tout faire pour essayer d'en avoir. Travailler, bien sûr. Il y en a qui vont dans des milieux, je veux dire, qui ne sont pas légaux. Bien sûr, bon, ça punissable par la loi. Voilà, ça, je ne vais pas faire, je veux dire, une petite, je vais pas faire, voilà, je vais pas parler de ça parce que vous savez très bien que ce qui est illégal, bon, est punissable par la loi. Donc, voler, vendre des affaires illicites, bon, tout ça, c'est interdit par la loi. Bon, maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais quand il se fait attraper, c'est son problème. Chacun ses problèmes, comme on dit. Voilà. Donc ici, le cinquième, il y a un cinquième. Voilà. Comme je vous ai dit, ça ne changera pas au niveau du passif. Ça restera constant parce qu'il n'y a pas de nouveaux investisseurs qui viennent grossir voilà, le patrimoine de l'entreprise. Ça reste comme ça. Et, voilà, les investisseurs, il n'y en a pas plus. Ils sont venus, ils sont internés au départ, il n'y a pas de changement au niveau des investisseurs. Donc le patrimoine ne va pas changer au niveau passif. Ou plutôt, je veux dire, le capital souscrit ne changera pas parce qu'il n'y a pas de nouveaux investisseurs. Alors, grossissement des stocks marchandises grâce à un crédit fournisseur. Grossissement des... Alors, j'ai pas mis de montant. Bah, je peux mettre un montant ici. C'est vrai que j'ai pas mis de montant. Bon, on va mettre 500 000. Alors, grossissement des stocks marchandises. On fait un crédit fournisseur. On a bon, marchandises qui vont augmenter de 500 000. Ce qui veut dire qu'ici, on va passer de 1 million à 1 500 000. Parce que bon, les marchandises sont augmentées. Le grossissement des stocks, bah, voilà. Donc là, les caisses, c'est 4 millions. Voilà. Alors, ici, là, on a un crédit fournisseur. Alors là, ce qui va se passer, bien sûr, ce sont des dettes à court terme, dettes à un an en plus. Voilà, fournisseur, c'est 440. Le compte 440, fournisseur, voilà, qui sont des dettes. Alors plus on descend vers le bas, plus les dettes sont à court terme. Hein, au niveau du passif. Parce que dans l'actif, plus on descend vers le bas, plus c'est liquide. D'ailleurs, les caisses, c'est valeur disponible. Voilà. Et banque, qu'on appelle compte courant, c'est 550. Qui est entre 54 et 58, c'est des valeurs disponibles. Voilà. Alors, je vais mettre ça ici, fournisseur. On doit au fournisseur 50 000. 500 000, je m'excuse. Et là, ça change tout. Parce que là, on aura 500 000. Voilà. Là, maintenant, le total n'est plus de 10 millions, mais de 10 500 000. Parce qu'on a un crédit fournisseur. 5 millions, c'est pas 5 millions, c'est 500 000. Voilà, c'est 10 500 000. Ce qui veut dire qu'ici, le montant, ici, il sera de 4 millions plus 3 millions plus 1 500 000 plus 1 500 000. Normalement, je vais trouver 10 millions. 10 500 000. Bon, 4 millions. Si je remets 4 millions. Voilà. Alors, ouais, c'est 40 millions, c'est 4 millions que je vais mettre. 4 millions. Et donc là, c'est égal à la somme de tout cela. Alors là, il y a un problème. Ouais, parce qu'ici, c'était 4 500 000. Hein. Attention à ça. La caisse, il me restait 4 500 000. Et voilà. Et maintenant, vous voyez bien que voilà, les moyens d'action, ben, ils se sont développés. Hein, les moyens d'action. Vous voyez qu'on a immeubles, machines, marchandises. Les moyens d'action se sont développés. Simplement ici, on a moyens d'action voilà, qui sont passés à 10 500 000. Parce qu'il y a les marchandises, le stock a été monté
a été grossi de 500 000 par rapport à l'état précédent, mais via un contrat, enfin je m'excuse, via un crédit fournisseur. Via un crédit fournisseur. Voilà. Et donc le patrimoine de l'entreprise, ben, il augmente de 500 000 via ce crédit fournisseur. Donc on est à 10 500 000 pour... là il a changé, là il a évolué. L'origine des fonds, alors ça c'est capital souscrit, c'est un capital propre. Capitaux propres, ce sont les capitaux propres. Et puis après, bon, le suivant c'est une dette à court terme, DCT. Donc celui-ci, c'est une dette à court terme, DCT. En machine marchandises, etc., c'est des valeurs immobilisées, et je dirais même des immobilisations corporelles. Et caisse, ben, c'est valeurs disponibles. C'est des valeurs disponibles. Donc les valeurs disponibles se sont transformées en valeurs immobilisées qui permettent l'exploitation de l'entreprise. Parce que avoir un immeuble, bah, vaut mieux être à l'intérieur, même à l'extérieur. Si vous avez un terrain qui a des machines à l'extérieur, ça reste des terrains. Ce ne sera pas un immeuble. Mais généralement, on met des tôles pour que les ouvriers ne soient pas là, soient à l'abri, voilà, du soleil s'il fait fort chaud, voire à l'abri de la pluie. Hein. Ou il y a toujours la météo qui va jouer. Et donc, les maisons, les habitations, ou les entreprises, etc., il y a toujours un toit. Toujours un toit, pourquoi? Parce que bon, on se met à l'abri, voilà, de l'extérieur. L'extérieur, c'est la météo. La météo, c'est... Voilà, quand il fait... La météo tue, hein, je vous le dis tout de suite. La météo, il ne faut pas croire que quelqu'un qui va rouler en hiver, ben, s'il fait trop glissant dans une petite descente, ben voilà, s'il y a un car qui va passer sur un terrain sinueux, voilà, un car avec des gens dedans, et qu'il y a un éboulement de terrain à cause de la pluie, de la neige, etc., ben, le bus va tomber voilà, du terrain. Il y a des avions qui se crachent à cause du brouillard, à cause de la mauvaise condition météorologique. Donc la météo tue. Donc ici, dormir en plein hiver à l'extérieur peut tuer. Il y a des gens, ils roulent en vélo, ils glissent à cause de la neige, et ils tombent dans l'eau glaciale à côté, parce qu'il y a par exemple, il y a un canal ou quelque chose comme ça, ils tombent dans le canal, mais le problème, dans le canal, il fait froid. S'il fait froid, ben, le gars, il va pas survivre au froid intense, je veux dire, qu'il y a dans le canal. Donc, qu'est-ce qui se passe? La météo tue, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, la première des choses, c'est de se mettre à l'abri voilà, du mauvais temps. Du mauvais temps. Voilà, donc, c'est-à-dire même du bon temps, hein, parce que quand il fait des... Voilà, quand on va dire qu'il y a la canicule, il faut se mettre à l'abri. Hein, on ne va pas rester au soleil et se faire cuire comme un œuf. Voilà, le cerveau, il va cuire. On peut même mourir de la canicule. Quand il arrive des grosses canicules, il y a d'innombrables personnes qui meurent de la canicule, notamment des personnes âgées. Voilà. Et donc, ce qu'on va dire ici, c'est que bon, il faut toujours un toit pour, quel que soit l'environnement de travail. Si maintenant on peut se mettre, c'est pas forcément quelque chose de fermé. On peut avoir quelque chose d'ouvert, même avec une toiture voilà. Donc il faut toujours un terrain, il faut toujours des immeubles. Les machines, il en faut assez souvent dans les machines, dans les processus de fabrication industrielle, de transformation, de production, etc., etc. Voilà. Donc les machines, il en faut. Même dans au niveau du secteur agricole, il faut des grosses machines qui coûtent très cher. Hein. Voilà. Voilà. Allez voir la possession de ce que ont certains fermiers, c'est un investissement lourd. Hein. C'est pas que des tracteurs, c'est beaucoup de machines agricoles. Hein. Il y a des machines agricoles, il y a toutes sortes de machines agricoles, on va dire ça comme ça. Alors la marchandise, ouais, pour faire tourner une entreprise, il faut des marchandises. Donc, vous voyez qu'au niveau exploitation, ben, je veux dire, les caisses se sont transformées au niveau liquide en, je veux dire, des flux qui vont intervenir dans l'exploitation. immeubles, machines, outillage, marchandises, tout ce que vous voulez. Et donc, à un moment donné, vous voyez qu'il n'y avait pas d'évolution des sources de capitaux. Il n'y avait pas de changement, je veux dire. Euh,
Il n'y a pas de changement au niveau. Mais après, il y a eu un changement parce qu'il y a eu des dettes fournisseurs, donc le passif a changé. Le passif a changé. Le passif a changé. Alors, le bilan global, qu'est-ce que c'est? Ben, on va dire que c'est un espèce de patrimoine de l'entreprise quand, ben, à un moment donné, alors quel est ce moment-là? Ben, ici, c'était à l'instant, le bilan. Par contre, ici, pourquoi j'ai deux? Ouais, ça, c'est le bilan 1 à l'instant que je vais appeler T1, temps T1. Ça, c'est le bilan 2, c'est instantané, hein, donc c'est autant T2. Ça, c'est le bilan 3 à l'instant T3. Le patrimoine à l'instant T4, c'est le bilan 4. Le patrimoine à l'instant T5, mais c'est, voilà. En général, le patrimoine d'une entreprise, voilà, il varie en fonction du temps. Hein. C'est-à-dire que elle devient plus conséquent, on va dire. C'est ça que je veux dire. Plus le temps passe, et plus les gens, bon, ils ont plus de patrimoine. Hein. Allez voir les sociétés qui ont plus de 100 ans, voire 200 ans, ben, je veux dire, ils ont des terrains au départ, ils avaient un petit terrain, puis un moyen terrain, puis un grand terrain, puis au bout de 100 ans, un siècle plus tard, quand c'est de génération en génération, ben, les terrains sont immenses. Hein. On retrouve voilà, des patrimoines immenses. Je pense par exemple à une société voilà, chimique qui se trouve à Gemep-sur-Sambre, Solvay, Gemep-sur-Sambre, ben voilà, c'est immense. Pourquoi c'est immense? Ben parce que c'est le patrimoine qui a fait Solvay, ça date d'il y a très longtemps. Hein. Le principal chimiste qui a trouvé voilà, les process industriels et chimiques, voilà, qu'il a trouvé le Solvay, eh ben, ça date d'il y a très longtemps, mais depuis lors, la société n'a pas cessé de se transformer, mais voilà, de s'agrandir. Donc ce patrimoine s'est agrandi. Ce patrimoine s'est agrandi. Et donc voilà, maintenant elle est ce qu'elle est. Il y a d'innombrables machines à l'intérieur, il y a d'innombrables. Voilà. Bon, les matières c'est normal parce que c'est pour faire tourner voilà, l'entreprise. Mais les matières c'est normal, hein, il faut bien faire un procès. C'est une usine chimique, donc les procès, pour faire des process chimiques, il faut bien de la matière chimique. Et la matière chimique, bien sûr, c'est la marchandise. C'est les matières premières. Les matières premières, il faut des marchandises, des matières premières, etc. Bon, la chimie fonctionne sur la matière. Voilà, et donc notamment des processus de fabrication, voire de production, voire de transformation de matières chimiques pour arriver d'un produit, des produits de base vers un produit fini. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais pour ça, ça dure depuis voilà, un siècle, et quand on a un siècle, on a le patrimoine s'agrandit. Donc, quand un siècle, c'est le temps T1, le premier jour, les gens ils travaillent, le deuxième jour, les gens vont travailler, le troisième jour, et ça pendant un siècle. Pendant un siècle. Donc, je vous rappelle que une année de travail, c'est 366 jours. 365, je comptais 366. Donc, les gens qui vont aller travailler, 366 jours, si c'est le premier jour. Maintenant, s'ils font 10 ans, c'est 3660 jours qu'ils ont fait fructifier l'entreprise, et l'entreprise, ça permet d'avoir un plus grand patrimoine. Maintenant, si j'ai mis sur 10 ans, je vais mettre sur un siècle, mais ça fait 36 600 jours. J'espère que je ne me trompe pas. 366, c'est 1 an, fois 10. 3660, ça c'est 10 ans. Ouais, c'est bien 3660 jours. C'est 10 ans. Mais comme je fais fois 10, 10 fois 10, ça fait bien 100. C'est 36 600 jours. Donc un siècle, c'est 36 600 jours. Et donc 36 600 jours, ben, chaque jour vous faites fructifier voilà, le patrimoine. Mais ici, il était fructifié 36 000. Je compte pas les jours fériés. Enfin, je compte les jours fériés aussi. Ouais, je vais faire comme s'il n'y avait pas de jours fériés, que les gens travailleraient. Parce que de toute façon, même des jours fériés, il y a des gens qui travaillent. Hein. La société tourne H24. H24 tous les jours. Elle est pas il y a des fours quand ils sont. Par exemple, je prends une usine sidérurgique, un haut fourneau, on ne peut pas l'arrêter comme on veut. Ça ne s'arrête pas comme ça, un haut fourneau. On ne relance pas un haut fourneau facilement. Donc, je veux dire, c'est des températures extrêmes. Donc, pour ça, c'est pas, on ne va pas arrêter le processus industriel comme on veut. Et on ne le relance pas comme on veut, parce que ça prend un certain temps pour relancer certains fours qui peut durer voilà, des jours et des jours.
Alors, donc ceci étant dit, si vous avez 36 000 jours, voilà, d'activité entrepreneuriale, je sais pas comment on dit, entrepreneuriale, voilà. Eh bien, si vous avez 36 000 jours, imaginez-vous le patrimoine qui se, voilà, la baguette magique que je vous disais, bon, bien sûr, les caisses, il y aura des entrées sorties au niveau des caisses. Et le mouvement de caisse est fortement, je veux dire, mis à l'épreuve, comme celui de banque, caisse, compte courant, etc. Bon, c'est des valeurs disponibles, c'est fortement mis à l'épreuve parce que une entreprise, c'est une activité commerciale. Elle fait dans l'activité commerciale, peu importe ce qu'elle fait, production, fabrication, service, peu importe ce qu'elle fait, elle est dans l'activité commerciale. Donc l'argent entre et sort. Donc le, le, le point de vue de caisse ici, compte courant, il est fortement mis à l'épreuve ici. Il est fortement mis à l'épreuve au niveau. Ici j'ai mis caisse, mais j'aurais pu mettre voilà banque, etc. Voilà. Donc elle va se retrouver avec beaucoup de crédits, elle va se retrouver avec beaucoup de. Plus l'entreprise est grande, plus les crédits sont importants, plus les mouvements dans les caisses sont importants, seulement puisque la taille de l'entreprise fait qu'elle se permet voilà, des mouvements d'argent, je veux dire, voilà. Euh, Là, il y a d'énormes voilà, fonds qui entrent et qui sortent et qui font qu'il y a une activité qui fait que bon, tout ce qui est liquide sera transformé en patrimoine. Et le patrimoine, je veux dire, de jour en jour, il grossit. Il grossit. Le patrimoine, il grossit. Il ne fait que grossir. Pour autant que l'entreprise, veut dire, fonctionne bien, parce qu'il y a des hauts et des bas aussi au niveau des entreprises, mais voilà. Ici, si je prends sur un siècle, si une entreprise je veux dire, existe depuis un siècle, 100 ans, voilà, on va dire que chaque jour apporte son lot voilà, d'enrichissement du patrimoine et des ressources de l'entreprise. Donc imaginez-vous une entreprise qui a 100 ans, quelle qu'elle soit, chaque jour chaque jour enrichit l'entreprise. Bien sûr, comme je dis, parfois il y a des pertes. Hein. On va pas se dire qu'on n'est pas toujours gagnant dans une entreprise. Parfois il y a des pertes. Voilà. Il se passe quelque chose. Voilà. Il suffit que, bon, par exemple, il y a des clients qui ne payent pas, ou je veux dire une assurance qui n'intervient pas pour des litiges ou des trucs comme ça. Ça peut ramener à des grosses pertes au niveau de l'entreprise. Mais l'entreprise, bon, si elle est assez costaude, c'est-à-dire qu'elle a suffisamment de fonds, bon, elle peut faire fi de certaines, voilà, de certaines épreuves. Si les assurances ne leur payent pas, bon, ils ont quand même beaucoup d'argent de côté pour pouvoir intervenir. Ou si des clients ne payent pas, ben, elle va faire fi de ses clients. Ben, même si les attaques, qu'elle ne reçoit pas les fonds, ben, de ses clients, de la part de ses clients, elle a quand même beaucoup de fonds en arrière-plan parce que sur 100 ans, le patrimoine est tellement immense que, je veux dire, bon, elle peut quand même, je veux dire, naviguer. Elle peut naviguer en eau trouble sans aucun problème. Alors que certaines sociétés, quand elles naviguent en eau trouble, sont vite perdues ou noyées. Pourquoi? Parce que, je veux dire, bon, elles n'ont pas les capacités, facultés de répondre à ces troubles qui interviennent. Non paiement de clients, voilà, incendie d'hiver dans l'entreprise, accident d'hiver, incendie, voilà, etc. Voilà, mauvaise passe de l'entreprise. Parce qu'il y a des années, il y a des entreprises, parfois elles sont bonnes, les années sont bonnes, mais parfois elles passent des mauvaises passes. Et puis ça reprend, il passe une bonne année, et puis une mauvaise passe. Bon, c'est un petit peu comme le moral des gens. Le moral, parfois il est bien, parfois il n'est pas bien. Parfois il est bien, voilà. Il faut essayer de faire en sorte que le moral soit bien. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Ici c'est, voilà, il faut cultiver le moral. Cultiver le moral pour qu'on le rende positif. Voilà, ici l'entreprise, bon, il faut cultiver l'entreprise pour qu'elle elle soit toujours, elle ressort toujours, voilà, dans un esprit voilà, de positif. Même s'il y a des mauvaises passes, une mauvaise passe ne fait pas forcément une faillite. Même s'il y a une année qui a été mauvaise, je pense aussi au club de football. Hein. Au club de football, ça peut se passer comme ça. Club de football, il y a des clubs, bon, vous allez me dire, il y a beaucoup de clubs qui sont endettés, oui. Mais maintenant, elle serait moins endettée si, je veux dire, elle ferait des résultats. Donc elle est liée aux résultats. Les clubs sont liés aux résultats de leur division. Voilà. Mais malgré tout, si elles font trop d'investissements et que ça ne marche pas, ben, je veux dire, le problème,
ça va jouer sur la rentabilité de l'entreprise, parce qu'un club de football est avant tout une entreprise qui a besoin de gagner de l'argent, hein, pas d'en perdre. Parce que si elle perd de l'argent à ce moment-là, ben, je veux dire, euh, elle devrait faire face à une possible faillite, rembourser ses dettes ou faire face à une possible faillite avec des curateurs qui viendront, je veux dire, voilà, pour la reprise du club ou quelque chose comme ça. Mais une entreprise, c'est avant tout une société commerciale. Les gens viennent. Il y a des footballeurs qui sont voilà, des sportifs qui vont voilà, faire de la compétition footballistique dans le cadre voilà, du championnat de football. Et les clients sont les supporters. Si maintenant les supporters ne sont pas contents des résultats voilà, de leur club, de la ville, ou voilà, qu'est-ce qui se va passer, ils ne viendront plus voir un match. Et donc ça va être une perte de clientèle. Et donc là, il faut des leaders au sein de l'entreprise pour voir quels sont les... Alors, les premiers leaders, bon, je veux dire, c'est les joueurs. C'est de mettre... relever voilà, le plan moral des joueurs. S'ils sont voilà, en baisse de morale parce que bon, ils sont sur des pertes, il faut voilà, un coach pour pouvoir déjà le faire voir une vision qui peut faire de la compétition sur base d'un esprit positif et de pouvoir vaincre certaines équipes. Voilà. Alors maintenant, on ne dit pas qu'un petit club doit devenir premier parce que l'investissement d'un petit club n'est pas l'investissement d'un grand club. Effectivement, un grand club n'est pas un petit club. Hein. Quoi qu'il y a des petits clubs, bon, il y a des films comme ça qui ressortent avec des petits clubs qui, je veux dire, qui évoluent voilà, en championnat de France, enfin en Coupe de France, par exemple en Coupe de France ou en Coupe de Belgique, voilà, et qui battent toutes les grandes équipes. Ouais, ça arrive, mais ça arrivera pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça arrive, je veux dire, c'est un concours de circonstances où le club est bien coaché, tout est positif, tout est positif, tout est positif et ça arrive, ça arrive. Donc, à l'impossible, rien, tout est permis. À l'impossible, tout est permis. Donc, un petit club peut arriver haut en coupe, hein, voilà. Mais maintenant, en championnat, il peut arriver haut, mais ça n'arrivera pas. Je veux dire, trois saisons différentes. Alors, si elle le fait 3 saisons différentes, ça veut dire que le club, bah, il a des très bons joueurs, compétitifs. Voilà. Mais disons que ici, chacun a sa place. Si je prends des grands clubs, voilà, espagnols, ne sont pas des petits clubs voilà, régionaux. Pourquoi? Parce que il y a les moyens qui sont derrière. Hein. Il y a des moyens lourds. Alors, si je prends un club espagnol, par exemple, je prends le Real de Madrid. Ben, le Real de Madrid, c'est tous des étrangers. On ne peut pas dire que c'est des joueurs de Madrid. Voilà, le Real de Madrid est une société, je veux dire, qui fait fructifier ses capitaux. C'est-à-dire, elle investit sur des joueurs internationaux, étrangers. C'est un petit peu comme le Cosmos aux États-Unis. Ben, c'est la même chose. Ils investissent sur des gros joueurs. Et après, bon, ils jouent sous le nom. Voilà, ils appellent le Cosmos. Mais ici, Real de Madrid, ils jouent sur le nom du Real de Madrid. Alors qu'il n'y a rien de madrilène dans tous ces joueurs de compétition. Ils sont ramenés du Brésil, ils sont ramenés voilà, de France, ils sont ramenés d'Angleterre, ils sont ramenés d'un peu partout. Voilà, pour faire. Voilà, et alors, reste que quelques Espagnols. Quelques Espagnols. Donc, on ne peut pas dire que c'est un club espagnol, le Real de Madrid. C'est un club multinational. Et c'est normal parce que les actionnaires voilà, du Real de Madrid, bon, eux, ce ils voient, ils ne regardent pas si le club est espagnol ou pas. Eux, ils regardent voilà, leur poche, leur gain. Le Real de Madrid doit fonctionner, donc on doit faire de l'investissement sur des grands joueurs. Donc ils ont les moyens de leur politique. Et donc c'est pour ça qu'on voit souvent le Real de Madrid voilà, dans des grosses compétitions où ils ont d'innombrables coupes. C'est normal parce qu'ils ont toujours des joueurs qui étaient payés. Enfin, ils allaient chercher le top du top des joueurs mondiaux. Donc en les payant en conséquence parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens, les moyens de leur politique. Ils ont les moyens de leur politique. Donc mais en fait, c'est pas Madrid qui guette, c'est une équipe, je veux dire, d'internationaux. Alors, qu'est-ce qui vise, je veux dire, comme je dis, qu'est-ce qui vise le directeur voilà, du Real de Madrid? Ben, il va chercher le meilleur coach, les meilleurs joueurs, et il vise tout simplement du résultat, c'est-à-dire faire rentrer de l'argent dans les caisses voilà, du Real de Madrid. Et, comme je vous dis, il n'y a rien d'espagnol là-dedans. Il n'y a rien d'espagnol là-dedans. Si ce n'est que c'est le président, peut-être. Mais dans les joueurs, je veux dire, le coach n'est pas espagnol. Les joueurs, la grande majorité ne sont pas espagnols. Donc voilà. Ce qui prouve que ce n'est pas un club espagnol. Parce qu'un club espagnol, il est fini le temps où un club régional était constitué de joueurs régionaux. Ce sont des entreprises. Et chaque entreprise a besoin de résultats, rien de plus.
toute entreprise a besoin de réussir. Maintenant, le football, le problème, c'est une compétition. Donc, il y a des hauts et des bas. On peut perdre, on peut gagner. Et si on perd assez souvent, ben, tout d'abord, si on perd assez souvent, on peut tomber en deuxième division. Et donc là, ça va intéresser moins de gens d'aller voir la compétition en deuxième division. Quoi qu'il y a toujours des gens ardus qui sont toujours vrais supporters de leur club et qui aiment bien d'aller voir des matchs de football. Je veux dire, le dimanche, quand il n'y a rien à faire, ils vont voir un match de football, ils vont voir leur équipe, même si elle est en deuxième, voire troisième division. Ils vont les supporter, voilà, parce que ce sont des supporters assidus. Ils aiment bien leur région, leur club de leur région, et ils aiment bien voilà, aller voir un match de football, notamment de leur région. Alors certains ne vont pas voir des matchs de leur région, mais ils sont supporters d'autres régions et ils font des déplacements vers d'autres, vers les villes ou vers l'extérieur, hein, parce qu'il y a le match, voilà, les matchs, il y a les visiteurs et les visités. Voilà, dans un match de football, ben, parfois il faut aller en déplacement. Et parfois il y a des gens qui habitent une certaine région et ils vont voir leur club préférés qui ne sont pas de leur région, mais d'une région ailleurs. Et quand cette région ailleurs fait un déplacement, ben, ils font tous les déplacements. Et donc, il y a des clients qui sont des supporters assidus. Je veux dire, ils vont en déplacement, même quitte à faire des centaines de kilomètres, ils le feront. Voilà, donc, toute entreprise a un besoin prioritaire, c'est de faire du résultat. Sinon, si l'entreprise ne fait pas du résultat, soit elle est reprise, bon, dans le football, il y a souvent des reprises par de grandes sociétés, voire par des grands par des voilà, c'est des grandes sociétés qui reprennent voilà l'état footballistique de l'époque. Ils rachètent le club, oui, donc il y a une reprise du club. Mais pour des entreprises, bon, elle est soumise à des résultats, hein, comme des bulletins, voilà, des bulletins qui sont reçus. Bon, parfois on peut avoir un bon bulletin, parfois on peut avoir un mauvais bulletin. Et un mauvais bulletin, je veux dire, ne signifie pas la fin de tout. Un mauvais bulletin signifie qu'il faut s'améliorer. D'ailleurs, on note dans le bulletin, tu dois t'améliorer en tel cours, tel cours, tel cours. Donc il faut essayer de voir la chose pour s'améliorer. Donc si on fait des mauvais résultats une année, bah, si on a 10 ans d'existence, une année de mauvais résultats, c'est pas grave. 2-3 années de mauvais résultats, pour autant que les montants ne soient pas exagérés, voilà, mettre 2-3 années de mauvais résultats, c'est pas grave par rapport à une existence de 10 ans. Mais le tout maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans les 3 années-là, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a moyen de ça. Maintenant, c'est des conjonctures extérieures bon, que tout le monde fait face. Je pense à la maladie qu'il y a eu récemment en 2019. Il y a une maladie, là, bon, il y a beaucoup voilà, d'entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson, c'est normal, parce que je veux dire, il y avait une conjoncture qui faisait que voilà, beaucoup de sociétés ne pouvaient pas fonctionner de façon normale, dans une normalité. On va dire ça comme ça. Voilà, il y avait une conjoncture qui faisait qu'ils étaient pris en étau dans leur manière de fonctionner. Donc voilà, ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre à cause de cette conjoncture, de cette maladie qui est l'infection, voilà, qui a pris son point d'ancrage en 2019. Je vous remercie.